Bienvenue dans le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. La série Au cœur de l'action continue avec de nouveaux visages. Les visages de celles et ceux qui font vivre notre ville. Artistes, sportifs, entrepreneurs, passionnés, tous viendront partager leur parcours, leurs projets et leur attachement à Antibes-Juan-les-Pins. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Pioline. Lionel, 3 fois champion du monde de trampoline dans les années 80. Vous êtes aussi le président du pôle France Trampoline d'Antibes et chef de projet sur l'organisation de la Coupe du monde de trampoline qui se déroulera à Antibes du 3 au 5 octobre. Lionel, bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Une question là que tout le monde se pose, Lionel, qu'on va tout de suite évacuer. Est-ce que vous avez un lien avec l'autre Pioline ? Absolument, Cédric Pioline, le célèbre tennisman, et mon cousin Germain. On a grandi ensemble chez nos grands-parents quand on était tout jeunes. Et oui, c'est donc la famille. Il y a un ADN de sportif dans cette famille ? Écoutez, pas de manière globale, mais s'agissant de Cédric, oui. Mon oncle était en équipe de France de volleyball et ma tante en équipe de Roumanie de volleyball. Donc effectivement, il y a eu de la performance dans la famille. Lionel, si je vous dis trampoline, comme ça, sans réfléchir, quelle est la première image qui vous revient ? La première image, pour moi, c'est vraiment le souvenir incroyable de quand j'ai été champion du monde à Bercy. C'était en 1986, ça date, ça remonte à loin. Mais c'était un moment où le trampoline était encore très médiatisé sur des moments comme celui-ci. Et le Palais Omnisport de Paris-Bercy était plein à craquer dans une ambiance vraiment incroyable pour nos disciplines, où c'est plutôt, en général, plutôt soft. Là, c'était vraiment la salle était en fusion, c'était un moment vraiment magique. Si on remonte à l'origine, comment est-ce que vous choisissez cette discipline ? Alors tout se fait vraiment par le fait du hasard. En fait, mes parents ont déménagé et ont emménagé à l'époque, j'étais tout jeune, en région parisienne, à Bois-Colombes. Et c'est à cet endroit que, à l'époque, s'entraînait l'ensemble de l'équipe de France de trampoline sous la direction de Michel Rouquette. Et donc, à ce titre, la ville de Bois-Colombes proposait, dans le cadre des centres de loisirs du mercredi, l'activité trampoline, qui à cette époque-là, dans les années, j'ai commencé en 75, était vraiment très très peu développée. Il n'y avait pas de club encore à cette époque-là. Donc j'ai eu la chance l'opportunité en tout cas, de pouvoir découvrir l'activité trampoline le mercredi. Et puis là, ça s'est enchaîné de manière incroyable, d'un repérage par un entraîneur, puis rentrer dans une première équipe de détection pour faire de la compétition. Et puis voilà, et puis les choses se sont enchaînées comme ça. La difficulté, ça a été plutôt pour moi le fait de rentrer dans le système de compétition internationale très jeune. J'ai fait mon premier championnat du monde, j'avais tout juste 13 ans, j'avais pas encore 13 ans. C'était en Australie. Et puis après, rapidement, l'année suite, 2 ans plus tard, j'étais parmi les favoris sur le championnat du monde. Donc cette pression, cette attente de mon entourage et de moi-même sur des résultats escomptés, ça a été quelque chose de très difficile à gérer pour moi, qui m'a demandé d'avoir un travail vraiment dédié là-dessus, sur la gestion du stress. Donc j'ai travaillé avec la sophrologie par exemple, ou des supports comme des supports de relaxation qui m'ont permis de mieux gérer cette problématique de stress qui m'empêchait d'être au mieux de ma forme en compétition. À 13 ans, on peut faire ça ? Oui, on était bien accompagné à la fois par mon entraîneur, mais aussi par le corps médical, avec un kinésithérapeute qui était aussi sophrologue. Et puis à cette époque-là, il y avait un dispositif qui s'appelait le caisson d'isolation sensorielle, qui permettait de se relâcher plus encore et d'être réceptif à une pensée, à une sensation ou des objectifs. Donc tous ces supports m'ont permis d'aller et de m'améliorer dans cette problématique. Mais quelles qualités mentales et physiques vous aviez ? Alors, je pense que j'avais des prédispositions quand même en termes d'acrobatie, de sensation du corps dans l'espace ou même d'acrobate. Les entraîneurs se servaient de moi un peu comme d'une marionnette qui pouvait un peu tout faire assez simplement. Donc il y a eu ça qui était indéniablement un avantage.
Et puis après, par la suite, effectivement, quand on rentre dans la dimension de compétition, là, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme la ténacité, le fait d'être en permanence à la recherche d'une perfection, et puis assumer les risques, les difficultés passagères aussi. Enfin, la vie de champion, c'est une vie compliquée. Le coaching, l'accompagnement psychologique du sportif, ça date de quand ça, à quel moment ça devient quelque chose de plus, comment dire, évident pour les sportifs? C'est vous qui ouvrez le bal à l'époque avec ces accompagnements que vous venez de nous citer? Alors, s'agissant du trampoline, oui, à coup sûr, mais le système s'est vraiment développé de manière et structuré bien plus tard encore. Là, c'était vraiment une démarche de coaching mental en lien avec l'entraîneur. Voilà, on n'avait pas à l'époque un préparateur mental, ni même un préparateur physique dédié. C'était l'entraîneur qui faisait office de nounou sur tous les aspects de la préparation à la performance. Pour en avoir discuté avec Samira Saïd et Loris Frasca, hein, qui sont nos champions aussi, cette notion de perte de repère dans l'espace, je l'ai découverte, hein, c'est lié à quoi? Comment est-ce qu'on arrive à retrouver ces repères? Est-ce que c'est en lien aussi avec les repères psychologiques de la personne? Alors c'est un vaste sujet qui a été abordé par le monde médical du sport et de l'acrobatie dans les années 80, où les fédérations avaient collaboré toutes ensemble pour essayer justement de chercher les causes et trouver des remèdes à cette problématique qui touche aussi bien les trampolinistes, les gymnastes, les skieurs acrobatiques, même les parachutistes, les plongeurs, enfin globalement tous les acrobates peuvent avoir un problème de perte de repère dans l'espace. Il a été clairement défini que c'était un problème d'oreille interne, mais les causes de cette problématique de l'oreille interne restent assez floues, en tout cas certainement multiples. Il peut y avoir des facteurs psychologiques, des facteurs liés à la fatigue ou un surentraînement. Enfin, je pense que les causes sont plurielles, mais le problème est lui bien concret. En 2024, vous êtes consultant pour les JO, hein, sur les épreuves de trampoline. Est-ce que le trampoline a toute la place qu'il mérite dans le sport en France? Non, je dirais non. On l'a vu d'ailleurs lors des Jeux Olympiques de Paris. En fait, la compétition de trampoline se déroule entièrement sur une seule journée, hommes-femmes confondus, avec un groupe, un nombre d'athlètes, de gymnastes représentés qui est de 24, ce qui correspond vraiment pas à une réalité de compétition. Sur un championnat du monde, on a 70 participants ou 80. Donc, pour moi, non, le trampoline n'a pas toute sa place. Il y a un championnat du monde par an. Il y a maintenant un circuit de Coupe du Monde qui a pris une importance vraiment forte depuis quelques années, puisque désormais, le circuit de Coupe du Monde permet d'acquérir des places dans les quotas olympiques. Donc le circuit de Coupe du Monde a pris vraiment une très très grande importance, tout autant que le championnat du monde. D'un point de vue technique, c'est une discipline qui a beaucoup évolué depuis l'époque où vous avez été champion. J'ai vu notamment qu'il existait maintenant des appareils pour mesurer le temps de vol de l'athlète. Enfin, techniquement, c'est quelque chose qui a bougé? Techniquement, oui, les choses ont beaucoup évolué, dans l'intérêt du spectateur aussi, néophyte, parce que vous en faisiez la remarque, il y a maintenant des machines qui permettent de calculer et le temps de vol, donc le temps passé dans l'espace, mais aussi les déplacements sur la toile, qui sont deux critères qui rentrent dans l'appréciation de la note finale. Et donc pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de l'acrobatie, ce sont des éléments très factuels qui permettent de mieux comprendre une note finale qui est associée à toujours une note d'exécution, d'esthétique qu'on a, et fort heureusement, dans les sports acrobatiques. Mais oui, ça permet de mieux cerner la performance. Comme la plupart des grands champions, vous avez eu deux vies, hein, quand la carrière s'arrête. Et vous, cette deuxième vie, vous l'avez développée dans les arts du cirque. Racontez-nous cette belle histoire. Et oui, alors les arts du cirque, mais pas seulement. Enfin, le spectacle vivant, ou dans une carrière encore plus longue que celle de sportif de haut niveau, avec mes coéquipiers de l'équipe de France, effectivement, on a sillonné le monde entier avec notre savoir-faire sur le trampoline.
en créant un numéro de trampoline qui a été primé au Festival mondial du cirque de Paris. Ça a été le lancement. Puis ensuite au Festival de Monaco, et puis à Berlin. Et puis à travers tout ça, on a eu l'opportunité effectivement de participer aux plus grands événements artistiques et culturels ou sportifs sur toute la planète. On a dû faire 54 pays, je crois, en tout. Et on a eu cette chance incroyable de participer aux grands événements qui se sont déroulés en France, à commencer par les Jeux Olympiques d'Albertville avec Philippe Découfflé, où sur le spectacle d'ouverture, il y avait 10 trampolines qui étaient disposées sur l'enceinte du spectacle. Et donc voilà, j'ai pu travailler à l'élaboration du numéro avec les sauteurs à l'élastique. Tout à l'heure, vous nous parliez de la place du trampoline dans le champ médiatique sportif, mais à Antibes, avec un pôle France, le trampoline a pris de la place. La ville d'Antibes est devenue, après Bois-Colombes, dans les années 70 et le début des années 80, avec l'avènement du premier pôle France de trampoline à Antibes en 1982, Antibes s'est positionné comme étant la référence en termes de ressources sur le haut niveau du trampoline français. Et ça n'a pas été démenti depuis, puisque même si les choses se sont développées et qu'il existe maintenant 3 pôles France en trampoline, celui d'Antibes, l'INSEP à Paris et puis le pôle France de Rennes, celui d'Antibes est le site de préparation olympique officiel. Donc Antibes est depuis plus de 20 ans le repère du haut niveau en trampoline en France. Donnez-nous quelques éléments qui nous permettent de prendre la mesure de ce pôle France. Combien de jeunes sportifs passent par là? Comment est-ce qu'ils sont formés? Qui a accès? Alors comme c'est un pôle France, pour y accéder, il faut déjà avoir fait ses preuves. Il faut déjà avoir un niveau technique de grande qualité, enfin en tout cas en représentatif des besoins à l'international. Et donc c'est un système de sélection et de recrutement par les entraîneurs qui sont présents au quotidien, dont David Martin par exemple, Antibois, qui a fait par 2 fois les Jeux Olympiques et qui maintenant entraîne au Pôle France Antibes avec Tristan Lajarige. Donc les entraîneurs repèrent sur le circuit des compétitions nationales et internationales les jeunes Français qui sont en capacité de s'inscrire dans un projet de haute performance. Et donc c'est comme ça qu'ils sont recrutés. Si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des jeunes qui sont attirés par cette discipline ou des parents qui se disent « tiens, ça peut être quelque chose à tenter avec nos enfants », quels conseils vous leur donneriez? Alors de ne pas hésiter, parce que le trampoline, c'est vraiment une discipline qui développe de nombreux paramètres psychomoteurs, sensoriels, vraiment très intéressants. Et puis surtout parce que Antibes a aussi abrite en son sein un superbe club qui s'appelle l'OAJLP Trampoline et Gymnastique Acrobatique. Donc c'est un club qui réunit ces 2 disciplines et qui vraiment là aussi fait référence en termes de qualité d'encadrement, avec des entraîneurs vraiment remarquables, et puis un outil de travail qui lui aussi est somptueux, puisque l'Olympique Antibes Juan-les-Pins Trampoline, Gymacro et le Pôle France se sont réunis sur un même lieu, à l'Azur Arena d'Antibes, donc dans une salle qui est contiguë à la salle des Sharks. Et c'est là que au quotidien, les jeunes pousses, ça démarre à partir de 3 ans au club. Et puis les champions en herbe ou ceux qui sont titulaires de l'équipe de France sont là au quotidien. Du coup, le club est un vivier pour le pôle. Oui, il peut l'être en tout cas. Effectivement, ça peut permettre effectivement de sortir des talents. Ça prend du temps pour se former au trampoline sur les niveaux qu'il y a aujourd'hui. Ça prend 5, 6 ans, 7 ans. Donc, mais oui, effectivement, le club peut être un support cohérent. Est-ce que c'est une discipline qui est autant féminine que masculine? Absolument. Il y a vraiment, je pense, à part égale, des pratiquants et des pratiquantes en trampoline. C'est moins vrai en gymnastique acrobatique, où là on a vraiment une prépondérance de la pratique féminine. C'est un sport qui pourtant en compétition est ouvert au masculin aussi, mais dans le concret des clubs
en France en tout cas, on a une très grande proportion de pratiquantes féminines, de l'ordre de au moins de 80%. Et là, actuellement, Lionel, vous êtes à la manœuvre pour l'organisation des championnats du monde de trampoline qui vont se tenir à l'Azur Arena du 3 au 5 octobre. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est une Coupe du Monde qui va réunir le trampoline et le tumbling. Le tumbling qui est aussi une discipline régie par la Fédération française de gymnastique, qui est très complémentaire du trampoline. Le trampoline, c'est des figures très aériennes qui montent jusqu'à 9 mètres de haut. Et le tumbling, c'est une grande piste qui fait 25 mètres de long, sur laquelle les gymnastes prennent une course d'élan et font une série de figures acrobatiques à plus de 30 km/h de vitesse horizontale. C'est vraiment très très impressionnant. Donc on a sur cet événement la réunion du trampoline et du tumbling en Coupe du Monde. Et puis on a souhaité y associer ce qui fait la force du club d'Antibes aussi, la gymnastique acrobatique. Alors qui n'est pas en Coupe du Monde parce que pour des raisons d'autorisation de la Fédération internationale, on ne peut pas avoir en même temps une Coupe du Monde trampoline, tumbling et gym acro. Donc on a fait le choix d'un gala international de gymnastique acrobatique où on a convié les meilleurs gymnastes du monde pour représenter toutes les catégories de la gym acro et que le public azuréen et antibois puisse découvrir ces 3 activités réunies sur un même événement. C'est quelque chose qui ne s'est pas refait depuis plus de 20 ans dans le monde. D'accord. Et on pourra y voir de grands champions? Oui, 23 nations sont présentes. L'Estonie il y en avait 24, mais l'Estonie vient de déclarer forfait pour cause de blessure. Mais 23 nations sont présentes, parmi les mieux classés au niveau mondial, comme le Japon, les États-Unis seront présents, les Russes également, sous bannière neutre. Mais donc on a vraiment un plateau de très très haut niveau. Et puis, encore une fois, 3 disciplines réunies qui permettent, de par leur complémentarité, d'offrir un spectacle pour tout âge d'ailleurs. Aussi bien les jeunes enfants y prendront plaisir comme les parents. En famille, c'est vraiment quelque chose qui va être incroyable. C'est ça, c'est une vraie compétition, mais en même temps, le grand public qui n'est pas spécialement ni adepte ni spécialiste peut venir voir un beau spectacle. Oui, absolument. Les phases finales du samedi et du dimanche, ça représente à peu près 2h30 de compétition. Et c'est 2h30 de feu d'artifice acrobatique. Donc je pense que vraiment, sans être un connaisseur ou un spécialiste, on peut vraiment prendre beaucoup de plaisir à venir découvrir ou redécouvrir ces 3 disciplines. Je vous parlais de la gymnastique acrobatique parce que elle apporte une démarche complémentaire, elle aussi. C'est que ça se pratique en groupe, à 2, à 3 ou à 4, et ça se fait en musique. Donc c'est chorégraphié sur une durée de 2 minutes 30, alors que le trampoline c'est à peu près 45 secondes et le tumbling dont je vous parlais à la vitesse phénoménale c'est plutôt de l'ordre de 12 secondes. Donc on a vraiment un patchwork de propositions artistiques et acrobatiques qui devrait régaler tout le monde. Donnez-nous le programme de ces 3 journées de spectacle et de compétition. Ou de compétition et de spectacle. Alors le vendredi, ça va être la journée de toutes les épreuves qualificatives, où le public est convié. Tout est ouvert en fait. Tout est ouvert, On peut absolument. assister à tout. On a plutôt mis l'accent le vendredi sur l'accueil des scolaires, et je suis ravi d'ailleurs que les choses avancent dans ce sens-là. On a 25 classes de la ville d'Antibes qui viendront voir la compétition. Chacune représentant, étant le parrain d'une des nations participantes. Donc ça a été en lien avec la direction de l'éducation ici à Antibes et le milieu scolaire pour faire en sorte que les enfants d'Antibes puissent venir eux aussi découvrir ces disciplines. Et puis en associant cette démarche particulière de dire, voilà, chaque classe représente, en tout cas parraine et supporte une nation. C'est une belle idée, oui. Donc le vendredi, c'est toute la journée. Ça commence à 10h jusqu'à 19h et c'est non-stop. Le samedi, on a le matin à nouveau des épreuves qualificatives et puis en début d'après-midi également. Donc là aussi, c'est ouvert sur toute la journée. Ça démarre à 10h et ça finit à 19h également, je crois. Et on a les phases finales qui sont de 17h à 19h30 le samedi. Donc on a 2 heures de spectacle en toute fin d'après-midi, début de soirée le samedi. Et puis le dimanche, à nouveau, la fin des épreuves qualificatives en matinée, et puis les finales qui ont lieu entre 15h et 17h30. Donc
voilà, un beau plateau d'après-midi pour le dimanche. On réserve ses places comment? Alors, il y a un site qui s'appelle Antibes Acrobatics CS à la fin 2025 qui permet de réserver avec un QR code qui permet d'avoir toutes les informations relatives à l'organisation, au planning de compétition et de pouvoir réserver sa place par ce biais-là, ce qui est l'idéal, effectivement, de pouvoir réserver en avance. Lionel, je vous remercie, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci de votre accueil. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon.